troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de nos éditorialistes Samuel Gambog, Gemma Taleb et Malik Kacher. Et tout de suite, direction la Guinée où les chefs d'État de l'Union du fleuve Mano se sont réunis ce dimanche à Conakry. Une concertation sur les plans de lutte contre le virus Ebola, mais aussi la relance économique après l'épidémie. Ibrahim Ndiaye. La Guinée, la Sierra Leone et le Libéria, les trois pays touchés par la maladie à fièvre hémorragique Ebola, ont annoncé ce lundi 16 février s'être fixé pour objectif de réduire à néant le nombre de nouveaux cas, et ce, dans un délai de 2 mois. Les chefs d'État et les gouvernements de l'Union du fleuve Mano reconnaissent les efforts entrepris par les États et par la communauté internationale qui ont entraîné un déclin de la maladie d'Ebola. Ils souhaitent qu'il n'y ait plus aucun nouveau cas d'Ebola dans 60 jours à compter du 15 février 2015. La maladie d'Ebola a fait plus de 9000 morts depuis le début de l'épidémie. Ce bilan et les conséquences économiques de la maladie ont entraîné une mobilisation sans précédent. Les pays de l'Union du fleuve Mano ont raison de croire à l'éradication d'Ebola au bout de 60 jours parce qu'ils viennent de traverser la période délicate, surtout la période de contamination assez exagérée. Et là, il y a eu un très bon comportement. Et je pense que compte tenu de l'aide de la communauté internationale et surtout que maintenant, après l'urgence, ils pensent à l'Union. L'Union fait la force. S'ils mettent les moyens ensemble, surtout s'ils adoptent les mêmes mesures chez les voisins, que ce soit Libéria, Guinée ou Sierra Leone, je pense que ces pays vont arriver à leur but. Si la lutte contre Ebola a obtenu des résultats encourageants, on note cependant une recrudescence du virus ces dernières semaines, notamment en Guinée où les autorités ont signalé 65 nouveaux cas confirmés dans la première semaine du mois de février, contre 39 la semaine d'avant, alors que la Sierra Leone a fait état de 76 nouveaux cas confirmés. Malik, l'objectif, c'est qu'il n'y ait plus de nouveaux cas d'Ebola d'ici 2 mois. C'est l'objectif fixé par l'Union du fleuve Mano. Est-ce que c'est réalisable ? C'est réalisable, il faut pas être pessimiste. Le problème, c'est le dispositif qu'on va mettre derrière, un dispositif de prévention et les structures sanitaires aussi qu'il faut développer dans cette région. C'est des sujets qui doivent être posés. Et le sujet encore qui est sous-jacent, c'est le sujet du financement. Ça n'a pas été très abordé lors de ce sommet. Et ça, c'est très important parce que si vous voulez préparer l'après-Ebola, il faut mettre un dispositif qui soit conséquent derrière et qui permette de ne pas rééditer ce drame qui a fait, comme le reportage le précise, 9000 morts. Et donc c'est très important qu'il y ait un dispositif derrière pour arriver à ne pas avoir de nouveaux cas d'ici 60 jours. Bon, je suis très perplexe parce qu'on ne sait pas s'il y a il y a peut-être aussi des nouveaux cas qui ne sont pas officiellement déclarés. Donc je suis perplexe sur ce délai qui est très court, même s'il faut être optimiste. Samuel, est-ce qu'on peut dire que le scénario catastrophe dont on parlait il y a quelques semaines encore, est-ce que c'est derrière nous ? Je ne pense pas que ce soit derrière nous, mais je pense qu'on a fait des avancées extraordinaires. Et la mobilisation internationale concourt justement à renforcer cette avancée-là. Je pense que le sommet a été décisif, important pour les pays. Je suis admiratif de la stratégie qui a été retenue, celle d'harmoniser, de coordonner les plans de lutte anti-Ebola pour que ces différents plans qui sont appliqués au niveau de chaque pays soient communs à tous les trois pays membres. Donc, et ceci en prévision d'une réunion importante que les pays frappés par Ebola doivent avoir avec l'Union européenne. Le fait de présenter à l'Union européenne une stratégie concertée, inclusive, de lutte contre Ebola est une très bonne chose. Ça permettra à l'Union européenne d'avoir une visibilité sur la menace transnationale. Et deuxièmement, les pays de la région ont le soutien de la Banque mondiale qui avait déjà financé l'année dernière environ 400 millions de dollars pour aider les pays à faire face à la menace Ebola. Donc, dans cette même perspective, la Banque mondiale se montre très volontariste en tant que médiatrice dans la lutte ou la protection de ces pays, notamment au niveau des créanciers internationaux. La Banque mondiale souhaiterait que ce plan soit validé par les États membres et ensuite qu'à partir de ce plan, que les pays de la communauté internationale puissent procéder à l'annulation de la dette de ces pays qui sont déjà économiquement dévastés. Alors, Gemma, justement sur la relance économique, les chefs d'État de l'espace Mano ont évoqué la proposition d'établir un plan Marshall de relance post-Ebola avec l'allocation de ressources et l'annulation des dettes.
Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, le plan Marshall, malheureusement, ce n'est pas eux qui le décrètent. Donc, si la coopération de leurs créanciers n'est pas là, le plan Marshall sera juste un vœu très vain de leur part. Il est bien entendu que ces pays sortent affectés, sérieusement affectés par Ebola. Il y a des pays qui sont pratiquement mis en quarantaine, très peu fréquentés, très peu visités. Les échanges économiques sont devenus très faibles, voire marginaux dans certains pays pendant un an. Presque un an, non, plus d'un an. Et donc, la question maintenant, c'est comment aller sortir de cette situation. Moi, je pense qu'un plan Marshall est nécessaire. Enfin, le plan Marshall, il faut l'élargir un peu à plus que les 3 pays, mais enfin, il faut le faire. Mais le plan Marshall doit être fait par les créanciers, par les pays riches, par les partenaires au développement de façon générale. Mais d'ores et déjà, il est bien entendu que dans les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années, il va falloir que ces pays serrent un peu plus la ceinture, mettent en place eux-mêmes le plan d'aide à leur propre population, et en mieux ajustant leur économie, et puis surtout les dégâts liés à Ebola lui-même, donc en matière de pauvreté, d'orphelinat, d'abandon, de la faiblesse des soins. Et donc, tous ces enjeux-là sont évidemment réels pour ces pays-là auxquels ils doivent faire face. Mais enfin, oui, un plan Marshall est nécessaire, mais un plan Marshall doit être fait avec le soutien de la communauté internationale, c'est évident. Malik, est-ce que l'annulation de la dette est une proposition intéressante? Peut-être, je suis perplexe sur si l'annulation de la dette serait un tremplin comme ça à recevoir des financements. Quand on décrète, on veut lutter contre une épidémie, on essaie de faire tout en sorte qu'on met le financement nécessaire pour résoudre ces problèmes-là. Et j'ai mal parlé des organisations internationales et elles doivent concourir à cela, et notamment la participation, pourquoi des puissances aussi de la région, du Nigeria, enfin des pays qui ont les moyens financiers de participer à la résorption de cette épidémie et surtout à ce que je disais tout à l'heure, à la prévention, parce que c'est très important. On doit faire de la prévention partout, même dans les régions les plus reculées où on n'a pas cet enseignement-là. Et ça, c'est très important. L'annulation de la dette, je reste sceptique parce que je ne pense pas que c'est en annulant la dette qu'on créera les conditions extraordinaires, entre guillemets, pour relancer un plan de financement de lutte contre ce problème-là, d'Ebola. Samuel, est-ce qu'une stratégie commune est applicable à ces 3 pays qui ont une situation finalement différente? Oui, ce sont des pays qui ont des situations différentes sur le plan culturel, mais ce sont des économies qui se ressemblent. Il y a des constantes entre les 3 pays. Ce sont des pays qui ont connu des problèmes de pauvreté, des problèmes de disparité sociale importantes. Et ce qui est d'ailleurs à saluer à l'issue de ce sommet, c'est l'adoption du cadre socio-économique par les 3 États. Donc il y a eu une réflexion d'anticipation, c'est ce qui est d'ailleurs reproché souvent aux États et aux institutions régionales qui généralement ne prennent pas la mesure de la réflexion d'anticipation avant de proposer une stratégie concertée aux partenaires potentiels. Là, les pays membres se sont assis, ils ont réfléchi sur la question et proposent un cadre bien réfléchi avec le soutien de la Banque mondiale. Je pense, pour revenir à l'annulation de la dette, je peux aussi, il y a des raisons de rester sceptique, mais je pense quand même que l'annulation de la dette est une bouffée d'oxygène pour ces pays qui sont littéralement dévastés économiquement. Chemal, vous êtes d'accord sur l'annulation de la dette? Oui, tout à fait. Je pense que la dette, c'est quoi? C'est un service qui est payé, c'est la dette elle-même, c'est les intérêts de la dette tous les ans, tous les mois. Et donc, si vous soulagez ces pays, ces économies par ce service-là, c'est déjà pas mal. Si en même temps, vous pouvez définitivement annuler la dette, oui, je pense que c'est forcément une bouffée d'oxygène, ça va de soi. Est-ce que ça suffit? Non. Est-ce que c'est la seule mesure qu'il faut prendre? Probablement pas. Mais je pense que oui, l'annulation de la dette est une bonne chose. Les 3 pays, et Samuel a parfaitement raison, ont évidemment une similitude dans leur structure, dans leur économie et parfois dans leur exportation. Elles ont besoin d'argent frais, elles ont besoin donc des technologies nouvelles, de classes moyennes importantes et de consommation plus forte. Si on pouvait regrouper tout ça et faire un seul marché, ce ne serait pas plus mal, mais en tout cas des mesures comme ça immédiates sont évidemment une bonne chose. Merci. Nous allons revenir en Libye, dont nous avons évoqué tout à l'heure la situation politique. Cette instabilité a également de graves conséquences sur l'économie du pays. Après la crise du pétrole, les Libyens pourraient faire face à une pénurie de blé si rien n'est fait d'ici 3 mois. Idelette Mirabel-Bissou. Les conséquences de la crise politique en Libye, 4 ans après le renversement de Muammar Kadhafi, affectent l'économie nationale. Après la crise pétrolière, le pays fait face à un manque de blé. Alors que la consommation d'un Libyen est estimée à 15 kg de farine par mois, si rien n'est fait d'ici 3 mois, la Libye pourrait faire face à une pénurie de blé.
Nous consommons entre 120 000 et 130 000 tonnes de farine par mois en Libye. Il y a plus de 500 000 tonnes de blé dans les usines privées et à la Société nationale, à Tripoli et à Benghazi. Cette quantité ne durera que 2 à 3 mois. Si nous ne recevons pas les fonds nécessaires pour sortir de cette situation, nous pourrions faire face à une catastrophe. Déjà en Libye, les réserves de farine ne couvrent plus la production de toutes les boulangeries. Du coup, l'État s'est vu obligé de réduire les parts mensuelles de farine chez les boulangers. Au lieu de 130 000 tonnes, les boulangeries se contenteront de 65 000 tonnes par mois. La consommation moyenne de Libyens ne dépasse pas 800 000 tonnes par an. Mais la production de 55 usines en Libye est estimée à plus d'1,5 million de tonnes. Avec 2 gouvernements et parlements alliés à des factions armées qui se disputent le pouvoir, aucune des 2 parties n'a préparé un budget pour l'année en cours. Pourtant, les besoins des Libyens en blé augmentent chaque jour. Aujourd'hui, l'État cumule des obligations dues aux importations de blé d'une valeur de 2,2 milliards de dollars. Malik, là on voit l'exemple du blé, mais ce n'est qu'un exemple blé. La réalité, c'est qu'avec 2 gouvernements, il n'y a plus vraiment de politique économique aujourd'hui. Effectivement, tant qu'il n'y a pas cette stabilité économique, on n'aura pas une orientation économique claire. Et ça, c'est malheureux. La Libye était déjà importatrice bien avant de blé, bien avant le problème qu'il y a eu en 2013 et l'intervention de l'OTAN. Le problème maintenant, c'est effectivement ce que je disais tout à l'heure, la nécessité de trouver une solution pacifique et politique, au problème libyen. Tant qu'il n'y aura pas de stabilité politique, on ne pourra pas avoir, comme je disais, je me répète, excusez-moi, une organisation, une vision économique claire pour satisfaire les besoins des Libyens qui sont quand même conséquents et qui augmentent chaque année. Samuel, est-ce que l'État libyen peut faire faillite? Oui, probablement. L'État libyen peut faire faillite. Et il faut d'ailleurs relever que la Libye présente un principal atout économique, c'est son pétrole. Depuis les indépendances, c'est son principal atout. À partir du moment où le pays n'arrive plus à produire et à exporter son pétrole, bien évidemment, les conséquences sociales sont énormes. Les conséquences politiques le sont davantage. Donc il faut rétablir l'autorité publique. L'autorité publique n'existe plus et il n'y a pas d'économie, il n'y a pas de structure de protection sociale, il n'y a pas d'environnement propice pour faire les affaires. Donc il faut absolument le retour immédiat, impératif de l'autorité publique pour que l'activité économique reprenne. Sans cette autorité politique, sans cette autorité publique, il n'y aura pas de reprise de l'activité économique et les conséquences sociales continueront de rester dramatiques. Oui, Malik. La production libyenne est maintenant de 800 000 barils jour. Avant 2013, c'était 1,4 million, 1,5 million. Et on est arrivé vraiment difficilement à arriver à 800 000 barils jour. Avant, on était à 200, 300 000. Et ce problème-là que posait Samuel, c'est le problème de la stabilité. Vous avez encore des groupes qui monopolisent des ports pétroliers qui étaient importants à l'exportation et qui permettent de rentrer aux devises pour le pays. Et tant qu'on n'aura pas libéré ces ports pétroliers importants et stratégiques pour le pays, on n'arrivera pas à faire rentrer des devises pour le gouvernement libyen qui pourra installer ensuite et faire une politique économique qui soit suffisante pour au moins une année. Parce que là, on ne sait même pas les réserves de change, je pense, je ne sais pas, je ne suis pas un expert sur la question, mais les réserves de change de la Libye ont été dilapidées depuis le début du conflit. Gemal, si la situation continue de se dégrader, quelles pourraient être les conséquences d'une faillite de l'État libyen? Malheureusement multiples, mais je ne crois pas à la faillite de l'État libyen. Je pense que la question n'est pas le risque, il y a un risque réel de guerre civile. Il y a 4 grands ensembles régionaux libyens importants. Ils ont à peu près la même force, ils s'anéantissent. Il y a environ 150 tribus. L'idée d'avoir un risque d'une guerre entre les tribus est réelle. D'ailleurs, on y est pleinement. On n'est pas dans une guerre de tribus, on est dans une guerre de clans. Et donc une guerre de clans suite donc à un partage non accepté de l'équilibre politique et des richesses. Cette situation peut demeurer encore quelque temps. Les pays autour ne vont pas laisser l'État libyen faillir dans son ensemble. Nous avons aujourd'hui une difficulté politique réelle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pouvoir politique central fort. Il y a un pouvoir politique central, il est à Tobrouk, mais il n'est pas très fort. Samuel et Malik parlent donc de la richesse pétrolière libyenne. Vous savez, le pétrole est le malheur des pays pétroliers. C'est leur chance, mais leur malheur en même temps. C'est-à-dire que tous les pays pétroliers négligent tout le reste.
Et donc quand on entend que le principal atout de la Libye, c'est son pétrole, j'ai absolument mal au cœur pour les Libyens. C'est-à-dire que la Libye est un accident géologique, est un accident géopolitique et géostratégique. C'est l'un des positionnements les plus agréables de la région. C'est le port le plus agréable, c'est dans la Méditerranée. C'est l'évacuation la plus confortable vers l'Europe. C'est une richesse archéologique impressionnante. C'est un port minier, minéralier qui est absolument valeureux dans tous les ans. C'est-à-dire que la Libye, sans le pétrole, peut vivre. Quand j'entends que les Libyens importent de la farine, je suis triste pour les Libyens. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas besoin de ça. Enfin, voyez-vous, le drame de la Libye est multiple. C'est une guerre qu'ils n'ont pas voulu, qui s'est imposée à eux, enfin qu'ils ont voulu quand même un peu, mais bon, en tout cas qui s'est imposée à eux parce que les enjeux les ont dépassés, et puis le pétrole a fait que les puissances occidentales sont venues le chercher et ça a ruiné la Libye. Merci messieurs, c'est à présent la fin de cette émission. Demain, retrouvez le second volet de cette semaine consacrée à la transformation locale des produits agricoles. Samuel, merci d'avoir été avec nous. Merci Fanny, bonsoir. Gémal, merci également. Merci Fanny et bonsoir à tout le monde. Et Malik, merci d'avoir été là. Merci Fanny, c'était un plaisir. Et merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt sur Africa News.